Ils appellent ça s'occuper de ses parents. Moi, j'appelle ça la première fois où mon propre fils m'a parlé comme s'il décidait déjà de ma fin. C'est arrivé au milieu d'un mardi banal, un jour où la pluie tombait doucement sur les vitres, comme si le ciel avait deviné ce qui m'attendait. J'essuyais une tasse, le geste lent, presque mécanique, quand Marc est entré chez moi sans frapper. Il avait toujours eu cette manière de se croire attendu, mais ce jour-là, il portait une forme de certitude qui m'a glacée avant même qu'il ne dise un mot. Maman, il faut qu'on parle de ton avenir. Là, j'ai senti quelque chose se tendre en moi, un fil fin qui s'est mis à frémir. L'avenir, dit avec cette voix plate, cette voix de gestionnaire qui ne voit plus les gens, seulement les solutions. Je me suis assise, parce qu'à mon âge, on sait reconnaître le ton de ceux qui arrivent avec une décision déjà prise. Il s'est installé en face, jambes écartées, comme un homme qui veut occuper tout l'espace. J'ai observé ses mains, les mêmes mains qui autrefois se posaient dans les miennes quand il avait peur du noir. Maintenant, elle tapotait nerveusement son téléphone, comme si j'étais une réunion qu'on voulait vite traiter. Tu ne peux plus rester seule ici. La maison est trop grande, trop vieille, trop lourde pour toi. Il ne regardait même pas autour de lui. Cette maison, je la connais comme on connaît une peau qu'on a portée toute une vie. Les marches qui craquent différemment l'hiver, le radiateur qui tousse avant de se réveiller, l'odeur du bois mouillé dans l'entrée. C'est un vieux corps. Oui, mais c'est le mien. Et tu proposes quoi ai-je demandé, la voix plus calme que je ne l'étais en réalité. Il a inspiré comme un homme qui se dit prêt à annoncer l'inévitable. Un foyer, un bon, hein. Je me suis renseignée. Il y en a un très correct à 20 minutes. Ce serait plus sûr pour toi. Plus sûr, le mot a rebondi contre mes côtes. Je suis restée silencieuse, mais je sentais mes doigts se crisper autour du bord de la table. Marc a pris mon silence pour un accord. On peut organiser ça rapidement. Je m'occuperai de tout. De la paperasse, des démarches, avec la procuration que tu m'as donnée, ce sera plus simple. Ah, la procuration, je l'avais signée il y a 3 ans pour des raisons pratiques, pour dépanner, pour faciliter les choses quand mon arthrose me rendait les démarches trop longues. À l'époque, il m'avait dit: Tu sais, maman, c'est plus sûr si je gère certains trucs. Plus sûr, c'était donc un mot qu'il aimait beaucoup. J'ai relevé les yeux vers lui. Et si je ne veux pas? Il m'a enfin regardé. Pas longtemps, juste assez pour que je voie l'impatience derrière son sourire. Maman, à ton âge, ce n'est plus une question de vouloir. Tu ne te rends pas compte du danger. Tu pourrais tomber, oublier d'éteindre le gaz. Tu deviens vulnérable. Je n'ai pas répondu. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ses arguments. J'avais peur de ce que je voyais dans son visage. Une dureté que je ne lui connaissais pas. Une certitude que j'étais déjà passée du côté des choses qu'on gère. Il a continué, comme un homme qui lit une liste qu'il a préparée. Je peux réserver une place dès cette semaine. Le directeur m'a dit qu'il en restait 2. Tu seras bien là-bas. Et puis, on vendra la maison. Ce n'est pas raisonnable de la laisser vide. J'ai senti quelque chose se déchirer doucement en moi. Pas un grand fracas, plutôt un fil patient qui cède après des années de tension. Tu as déjà parlé à quelqu'un pour la maison? Il n'a pas répondu tout de suite. Ce petit silence, je le connaissais. C'était celui d'un enfant qui a trop bien préparé son mensonge. On a juste pris des renseignements. Pour toi, c'est pour ton bien. Pour ton bien. Les 3 mots qui ferment la bouche des vieux. Je l'ai regardé ranger son téléphone, se lever, m'embrasser du bout des lèvres. Je repasse demain, on fera le point. Et maman, ne t'inquiète pas, je gère. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je suis restée un moment immobile, assise dans ma propre cuisine, comme une invitée dans ma vie. Puis j'ai entendu, très doucement, comme un murmure au fond de moi: Il n'a plus peur de vous perdre. Voilà le vrai danger. Et ce jour-là, sans que je le sache encore, quelque chose en moi venait de se mettre debout. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Pas parce que j'avais bien dormi, non, j'avais passé la nuit à écouter les bruits de la maison comme si chacun d'eux voulait me rappeler que j'étais encore chez moi. Mais il y avait dans mon ventre une tension nouvelle, comme un fil tiré trop fort qu'on ne parvient pas à relâcher. Je suis descendue lentement à la cuisine. Mes genoux grinçaient, mais ce n'était pas d'eux qui me dérangeaient le plus. C'était ce silence particulier, celui qui suit un choc, celui qui demande: Et maintenant? J'ai fait chauffer de l'eau, préparé mon café. J'ai laissé la tasse sur le plan de travail sans y toucher, juste pour sentir la chaleur contre ma paume. À 9 heures précises, j'ai entendu la clé dans la serrure. Pas la mienne, celle de Marc,
Il entrait sans appeler, sans frapper, sans même annoncer sa présence. Comme si ma maison était un bureau où il avait un accès permanent. J'ai relevé la tête lorsque je l'ai entendu poser quelque chose sur la table du salon. J'ai apporté quelques brochures. Il a dit ça comme s'il parlait d'un dépliant de vacances. Il m'a tendu les documents d'une main assurée. Foyer résidentiel, Les Préaux. Résidence, Sainte-Claire. Espace senior, Val-Fleury. Des photos de jardin, de chemins propres, de chambres impersonnelles. J'ai feuilleté sans vraiment regarder. Les images avaient toutes le même goût, celui d'une vie bien rangée, bien surveillée, bien éteinte. Tu verras, certains sont vraiment agréables. Beaucoup d'activités, des horaires adaptés, et puis tu seras en sécurité. Encore ce mot, sécurité. J'ai reposé les brochures. Marc, je vis ici depuis 34 ans. J'y suis en sécurité. Il a levé les yeux au ciel. Maman, tu idéalises. Il suffit d'un accident, une chute, un malaise. Tu sais combien de personnes de ton âge? Il s'est interrompu. Je voyais qu'il essayait de garder le ton doux, mais la lassitude transperçait déjà. Il n'était pas venu pour converser. Il était venu pour conclure. Et puis il y a eu un petit moment seulement, mais assez long pour blesser. Il a regardé ma table, mes vêtements, la pile de journaux, la plante qui penchait un peu dans son pot. Ce regard-là, ce n'était pas celui d'un fils, c'était celui d'un évaluateur. Tu n'arrives plus à tout gérer, maman. Ça se voit. J'ai senti une douleur sourde me traverser la poitrine, mais je suis restée droite. À mon âge, on sait que certaines douleurs ne valent pas une réponse. Il s'est mis à ranger, Boone, sans me demander. La pile de journaux, il l'a déplacée. Le torchon sur la chaise, il l'a plié. Il a même ouvert un placard sous l'évier pour Mauricia vérifier, comme s'il faisait l'inventaire d'un lieu dont il allait bientôt s'occuper. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti mes mains trembler légèrement. Je passerai encore ce week-end pour trier un peu. Faut qu'on prépare les choses. Il parlait comme on parle d'un déménagement décidé longtemps à l'avance. Puis il s'est arrêté, juste avant de sortir. Il a tourné la tête, et son ton est devenu plus sec, presque administratif. Tu n'as pas oublié que j'ai la procuration, hein? Je peux organiser les démarches dès aujourd'hui, mais je préfère que tu coopères. Coopérer, comme si j'étais une enfant qui résiste à l'heure du bain. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence est tombé, mais ce n'était plus le même. Il pesait davantage, comme un manteau un peu trop lourd sur les épaules. Je suis restée debout au milieu du salon. Mes yeux sont tombés sur les brochures qu'il avait laissées. Des sourires figés de personnes âgées assises sur des bancs identiques. Les pages étaient encore tièdes de la main de mon fils. Je ne sais pas combien de minutes j'ai passé ainsi. Peut-être 10, peut-être 40. Puis j'ai pris ma tasse de café froide et je me suis assise. Et pour la première fois depuis des années, j'ai osé me poser une question qui m'a fait l'effet d'un frisson. Quand est-ce qu'il a cessé de me voir comme sa mère? Je n'avais pas la réponse, mais je savais que quelque chose venait de basculer et qu'il ne s'agissait plus seulement d'une discussion de famille. Le surlendemain, je suis allée à la banque, pas pour vérifier quelque chose en particulier. Non, j'y suis allée parce qu'un doute m'avait traversé au milieu de la nuit, comme une idée qui gratte et qu'on ne parvient plus à ignorer. Je me disais que ce serait rassurant de voir mes comptes, rassurant de vérifier que tout allait bien, rassurant de respirer en somme. Le hall était froid, éclairé trop fort. La conseillère m'a reconnue immédiatement. À mon âge, on devient un visage familier que les employés regardent avec une bienveillance un peu gênée. Elle m'a souri. Bonjour, Madame Martel. Vous venez pour quelque chose en particulier? Je me suis assise lentement pour simplement jeter un œil sur mes comptes. Elle est tapée sur son clavier, rapidement, trop rapidement. Puis son sourire s'est légèrement figé, pas disparu, foncé, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de commenter. Vous voulez voir tout l'historique? Oui, tout. Elle m'a imprimé plusieurs pages. Je les ai prises dans mes mains. Je n'avais pas mes lunettes de lecture, alors elle m'a proposé une loupe. Ce simple geste m'a humiliée plus que je ne l'aurais cru. Je ne suis pas fragile, pas encore, mais parfois, il suffit d'une loupe pour qu'on se sente vieille. J'ai commencé à lire. Au début, tout semblait normal. Une facture d'électricité, le paiement de mon assurance habitation, un prélèvement pour mes médicaments, rien d'étrange. Puis j'ai vu un retrait, 400 €, fait un mercredi à 11h23. Je ne sors jamais à cette heure-là. Depuis des années, je ne porte plus de grosses sommes en liquide. J'ai continué. Un autre retrait. Puis un virement,
intitulé Remboursement avance, Marc. Remboursement? Je n'ai jamais emprunté d'argent à Marc, jamais. Mes doigts se sont crispés sur la feuille. Cela date de quand? Depuis environ 6 mois, Madame Martel, peut-être un peu plus. J'ai senti un froid glisser dans ma nuque. 6 mois? Comme si cette période avait été soigneusement choisie, comme si Marc avait attendu que je sois un peu plus lente, un peu plus fatiguée, un peu plus confiante. Tout a été fait via la procuration? Ai-je demandé. La conseillère a hoché la tête avec cette prudence que les employés ont quand ils sentent que quelque chose ne va pas. Oui, ce sont des opérations autorisées. Votre fils dispose d'un accès complet. Vous lui avez donné une procuration générale. Complète. Générale. Sans restriction. C'était ce que j'avais signé. Oui, parce qu'il me l'avait demandé d'un ton doux, un peu pressé. Pour que ce soit plus simple, maman, tu sais bien que tu te fatigues vite avec toutes ces démarches. Parce que j'avais confiance, parce que je pensais que l'amour d'un fils était plus fort que la tentation. J'ai posé les papiers sur la table. Je peux avoir un relevé plus complet? Sur un an? Bien sûr, vous voulez tout vérifier? J'ai hoché la tête. Elle a imprimé encore, encore, encore. Ce qui est étrange, c'est que je ne pleurais pas. La trahison ne me faisait pas mal comme une piqûre. Elle me faisait mal comme un poids, dense, sourd, étouffant. Il y avait des retraits réguliers, des virements, des achats dont je ne connaissais pas l'existence. Un prélèvement pour une société de location de voitures. Marc n'a pas de voiture de location. Ou peut-être que si, finalement. Je suis restée longtemps, sans parler. La conseillère a posé une main hésitante sur le dossier de ma chaise, comme si elle voulait me soutenir sans se mêler. Vous voulez que j'appelle votre fils pour clarifier? J'ai levé la tête. Non, surtout pas. Je veux juste comprendre. Rien d'autre. Quand je suis sortie de la banque, il pleuvait, la pluie tombait fine, presque invisible, mais assez pour glacer mes mains. Je me suis arrêtée sous l'auvent. Je n'avais pas de parapluie. Je n'avais pas prévu de rester si longtemps. J'ai glissé les papiers dans mon sac. Ils semblaient lourds, trop lourds pour de simples feuilles. Je n'arrivais pas à penser clairement, seulement à ce fait simple, dur, tranchant comme un couteau. Il n'attendait même plus que je lui donne. Il prenait. Sur le chemin du retour, chaque pas me semblait étrange, comme si je marchais dans une vie qui n'était plus vraiment la mienne. Devant ma maison, j'ai mis longtemps à trouver mes clés. Mes doigts tremblaient. J'ai déposé mon sac sur la table, j'ai sorti les relevés, je les ai étalés devant moi, en silence, je n'avais pas encore la force de décider quoi que ce soit. Mais je savais, avec une certitude froide, tranquille, que quelque chose venait de s'ouvrir en moi, quelque chose qu'on ne referme pas. Le lendemain, Marc est arrivé avec une pile de papier sous le bras. Il avait ce pas un peu trop rapide, celui d'un homme qui veut régler quelque chose avant que l'autre ne réalise ce qui se passe vraiment. Moi, j'étais assise dans le salon, les relevés bancaires encore rangés dans un tiroir. Je ne voulais pas qu'il les voie. Pas encore, il a à peine salué. On doit signer quelques documents pour avancer. Je t'explique vite fait. Vite fait, toujours vite fait, comme si mes décisions de vie ne méritaient pas plus de 5 minutes. Il a posé les feuilles sur la table basse. Je reconnaissais les logos, mairie, banque, services de sociaux. Tous ces papiers semblaient de porter son écriture, son rythme, son empressement. Moi, j'ai pris mes lunettes, pas pour lire encore, pour gagner du temps. Qu'est-ce que c'est, Marc? Il a souri ce sourire tendu qu'il fait quand il prépare quelque chose. Rien de compliqué, juste des autorisations pour faciliter ton entrée en foyer. Des formalités, vraiment. Tu sais bien qu'il faut anticiper. Le mot foyer m'a glacé. Il prononçait ça comme on dit hôtel. Je n'ai pas touché les papiers. J'ai déjà dit que je n'étais pas d'accord. Il a soufflé, fort, avec ce petit rire nerveux qui dit « Elle ne comprend rien. Maman, il faut être raisonnable. Tu deviens confuse parfois. Et puis tu vis seule. C'est pas prudent. » Je l'ai regardé sans cligner. « Tu trouves que je suis confuse ?» Il a hésité une demi-seconde. Une demi-seconde suffit pour voir la vérité. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la stratégie. Pas confuse, maman, mais tu fatigues plus vite, tu oublies. Je savais exactement où il voulait aller. Créer le doute, installer l'idée. C'est plus facile de prendre des décisions à la place de quelqu'un quand on arrive à faire croire qu'il n'en est plus capable. Je n'ai rien répondu. Je voulais qu'il parle, qu'il se dévoile. Il a poussé les papiers vers moi. Regarde, c'est juste ta signature. Comme ça,
Je pourrais gérer tout ça sans t'embêter. Tu me fais confiance, non? Je me suis penchée pour lire le premier document. Mes mains ne tremblaient non pas, étonnamment. C'était une autorisation de représentation administrative. Si je signais, il pourrait gérer toutes mes démarches sociales, médicales, financières, toutes, sans me consulter. Sur le deuxième document, il y avait un paragraphe sur l'organisation du logement actuel en vue d'une mise en vente possible. Possible, donc déjà envisagé. J'ai relevé la tête. Tu veux vendre ma maison? Il s'est crispé. Pas maintenant. On verra, mais il faut se préparer. On ne peut pas laisser un bien se dégrader. J'ai posé ma main sur les papiers et j'ai senti son regard se durcir. Marc, tu as déjà parlé à quelqu'un? Il a trop tardé à répondre. J'ai demandé un avis, c'est normal, j'essaie juste de t'aider, tu me remercieras plus tard. Me remercier. Ces mots-là, ils sont tombés sur moi comme un chiffon mouillé. Je lui ai rendu les documents. Je ne signerai pas. Il a éclaté d'un rire sec, pas méchant, mais nerveux. Maman, arrête, tu sais très bien que tu finis toujours par me faire confiance. Tu ne vas pas compliquer les choses maintenant. J'ai vu ses épaules se tendre. Il n'était plus dans la douceur feinte. Il commençait à montrer l'autre visage, celui qui apparaît quand il sent que son contrôle glisse. Maman, écoute-moi bien, si tu refuses de signer, tout va prendre plus de temps et ce sera pire pour toi. Il y a des décisions que je devrais prendre quand même. Avec la procuration, je peux gérer ce qui est nécessaire. Alors à quoi bon résister? À quoi bon? Il venait de dire exactement ce qu'il pensait vraiment. Je me suis levée, pas vite, pas en colère, juste debout, comme quelqu'un qui décide soudain qu'il n'a plus envie de rester assis devant une évidence. Marc, rentre chez toi, je réfléchirai. Il s'est figé. Il n'avait pas prévu que je n'obéisse pas immédiatement. Je reviens samedi. J'espère que tu auras compris d'ici là. Il a rassemblé les papiers, agacé, et est parti sans un baiser, sans un regard. Quand la porte a claqué, un silence étrange est tombé. Mais ce n'était pas le silence du vide, c'était un silence qui semblait me dire « Tu as vu, Élise, maintenant tu ne peux plus fermer les yeux ». J'ai regardé la table où il avait posé ses documents comme on regarde un champ de bataille après la première salve. Je n'avais pas encore de plan, pas encore de courage. Mais j'avais une certitude froide, solide, précise. La prochaine fois qu'il reviendrait avec des papiers, je ne serai plus la même. Le jeudi suivant, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose me ronge. Je suis sortie marcher, un pas après l'autre, lentement le long de la rue des Peupliers, là où les arbres penchent un peu comme des vieilles dames qui se saluent. L'air était froid, mais j'avais besoin de sentir l'extérieur, de sortir de la sensation d'étouffer que la maison me donnait depuis la visite de Marc. C'est sur le chemin du retour que j'ai croisé Jeanne. Jeanne, ma voisine depuis 20 ans. Elle a 2 ans de moins que moi, marche encore plus vite que son âge ne le permet et a l'habitude de tout remarquer. Trop, parfois. Élise, tu sembles soucieuse. Tout va bien? Elle me l'a dit d'une voix douce, mais ce genre de voix vous traverse plus facilement que les cris. Je me suis forcée à sourire. Oh, tu sais, l'âge, les tracas. Rien de grave. Mais Jeanne ne se laisse pas avoir par des phrases de façade. Elle a posé sa main sur mon bras comme si elle pouvait lire dans ma peau. Tu n'as jamais eu ce regard-là. Rentre avec moi, je fais du thé. Je n'avais pas la force de refuser. Chez elle, tout est toujours rangé. Les coussins impeccables, les rideaux tirés à la même hauteur, les bibelots alignés comme des soldats. Le genre de maison où rien ne déborde, parce que la propriétaire n'a jamais laissé personne empiéter sur sa vie. Elle m'a servi une tasse brûlante. Alors, j'ai respiré longtemps, puis les mots sont sortis tout seuls. Marc veut m'envoyer dans un foyer. Il dit que c'est mieux pour moi, et il me demande de signer des papiers. Beaucoup de papiers. Jeanne a posé la tasse, avec la lenteur de quelqu'un qui doit d'abord contenir ce qu'elle a envie de dire. Et tu as signé? Non, pas encore. Pas encore? Élise, tu sais combien de gens se font avoir comme ça? Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné, poussée par une inquiétude sincère. Tu lui as donné une procuration, non? J'ai hoché la tête. Elle s'est crispée. Une générale? J'ai senti ma gorge se serrer. Oui. Jeanne s'est levée d'un coup. Élise, tu es folle? Tu sais ce que ça lui permet? Il peut tout faire. Retirer ton argent, signer à ta place, gérer comme il veut. Tu n'as plus la main sur rien. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais admis, parce que je les savais vrais, parce qu'une partie de moi avait deviné, mais n'osait pas le dire à voix haute. Elle s'est assise à côté de moi, son regard planté dans le mien.
Et il s'en sert, ton fils? J'ai sorti les relevés de mon sac, ceux que j'avais pliés et repliés jusqu'à froisser le papier. Je les ai étalés sur sa table. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Les chiffres parlaient. Jeanne a pris le premier relevé, puis le deuxième, puis le troisième. Je la voyais blanchir. Élise, tu n'as pas fait ces retraits. Ça se voit. Ce sont de grosses, mastos grosses sommes et régulières. Je sentais mes mains devenir froides, comme si le sang avait décidé de me quitter. Il dit que c'est pour m'aider, pour arranger ce qui doit l'être, pour organiser. Jeanne a serré les lèvres. Organiser quoi? Ton départ? La vente de ta maison? Tu vois bien que ça n'a pas de sens. On n'aide pas quelqu'un en lui retirant l'argent qu'il n'a pas demandé. Je la regardais, incapable de parler. C'est alors qu'elle a posé la main sur la mienne, ferme, solide, presque maternelle. Élise, écoute-moi bien. Un enfant qui veut ton bien ne te cache rien. Il ne te presse pas. Il ne te parle pas comme s'il était ton tuteur. Et il ne décide pas de ton avenir à ta place. Ce que Marc fait, ça ressemble à quelqu'un qui prépare le terrain. Pour lui, pas pour toi. Ces mots se sont plantés en moi avec une clarté douloureuse. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus la force. Jeanne a continué, plus doucement. Tu dois retirer cette procuration. Tout de suite, avant qu'il ne prenne une décision irréversible. Tu dois reprendre la main, Élise, tant que tu peux encore. Reprendre la main? C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un disait ces mots. Je suis restée un long moment silencieuse, les yeux perdus dans les lignes de chiffres. Puis une phrase est montée en moi, comme une brise froide qui traverse un rideau. Je n'ai plus peur de le décevoir, j'ai peur de disparaître. Quand je suis sortie de chez Jeanne, le ciel s'était assombri, mais l'air semblait plus léger. J'avais la sensation étrange que quelqu'un venait de rallumer une lampe dans un couloir que je croyais éteint. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que je devais faire. Le samedi, Marc était revenu plus tôt que prévu. J'avais passé la matinée à tourner dans la maison comme quelqu'un qui chercherait un objet invisible, le courage de lui dire non. À chaque pièce, je posais la main sur un meuble, un cadre, une poignée, comme si ma mémoire avait besoin de vérifier qu'elle existait encore ici. Quand il a sonné, j'ai su à son pas que quelque chose allait se briser aujourd'hui. Il n'est même pas entré avec un sourire. Il a posé sa veste, regardé autour de lui comme si tout ce qu'il voyait était un fardeau. Puis, il a dit: «Bon, on avance?» Comme ça, sans bonjour, sans douceur. Avancer vers où? Je n'ai pas bougé. «Marc, je veux qu'on parle». Il s'est tourné vers moi, légèrement agacé, comme si je retardais son programme. «Oui, justement, parlons. Tu as réfléchi? Tu vas signer?» Sa voix était tendue, trop tendue pour cacher ce qu'il avait espéré, que j'ai flanché. J'ai secoué la tête. Je ne signerai rien. Le silence qui a suivi n'en était pas vraiment un. C'était un battement sourd, celui d'un mur qui se fissure. Marc a pâli, puis son visage s'est fermé comme une porte claquée. «Maman, ne commence pas. Tu ne réalises pas la situation.» «Oh, si, je la réalise très bien.» «Non, tu ne réalises pas, justement. Tu ne peux plus vivre seule ici. Tu n'as plus l'énergie, tu te fatigues, tu oublies des choses.» Il répétait ce refrain depuis des semaines, comme un argument qu'on répète jusqu'à ce qu'il devienne vrai. «Je n'oublie rien d'important», ai-je murmuré. Il s'est approché, trop près. «Tu crois ça? Mais moi je le vois, et je ne vais pas attendre qu'il t'arrive quelque chose. Alors tu vas arrêter de faire l'enfant, et tu vas me laisser m'occuper de ce qui doit être réglé.» Faire l'enfant. C'est la première fois qu'il utilisait ce ton-là, un ton qui n'était plus protecteur du tout, juste autoritaire. Il a pris les papiers dans son sac, les mêmes que la dernière fois, et les a posés devant moi sur la table avec un claquement sec. Signe, comme un ordre. Je suis restée immobile. Je t'ai dit non, Marc. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'aimait pas que je résiste. Jamais. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'il fait quand il perd le contrôle. «Maman, tu ne comprends pas, avec la procuration, si tu deviens inapte administrativement, tout sera bloqué. Et là, ce sera 1000 fois plus compliqué. Tu ne veux pas te retrouver dans une situation où je dois tout régler à ta place sans ton accord, si.» Je l'ai regardé, il venait de prononcer les mots qu'il retenait depuis longtemps. «Si tu deviens inapte, je décide.» «Marc, tu me parles comme si j'étais déjà incapable.» Il n'a pas répondu, et son silence a été pire qu'un mot cruel. «Tu veux vraiment m'envoyer dans un foyer?» «Oui, si c'est nécessaire.» «Et c'est toi qui décideras que c'est nécessaire?»
Avec la procuration, oui. Il ne s'en rendait même plus compte. Il parlait comme un homme qui tient le volant et ne voit pas qu'il écrase quelque chose. Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient, mais pas de faiblesse, de colère, une colère vieille, lourde, patiente. Marc, tu vas arrêter. Il a ri, un rire sec, incrédule. Arrêter quoi? Te protéger? Faire ce qui doit être fait? Tu veux finir comment, maman? Seule, par terre, incapable d'appeler? Est-ce que c'est ça que tu veux? Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas haussé le ton. J'ai simplement dit la phrase qui lui a coupé le souffle. J'ai vu les retraits, les virements, tout. Son visage a changé d'un coup, comme une vitre qui se fissure. Quoi? La banque, j'ai demandé les relevés. Il s'est figé, les épaules raides. C'était pour t'aider? Sans me le dire? Sans mon accord? Il a commencé à parler plus vite, trop vite. Tu ne comprends pas, maman. Tu n'as plus la tête pour gérer. Tu aurais paniqué. Tu ne sais plus suivre. Je prends des décisions pour éviter que tu sois dépassée. C'est normal. Tu devrais me remercier. Me remercier. Encore cette phrase. Mais cette fois, elle ne m'a pas blessée. Elle m'a réveillée. Ah, Marc, ai-je dit d'une voix posée. Je retire ta procuration. Il a pâli comme si je venais de lui annoncer une amputation. Tu n'as pas le droit. Bien sûr que si. Maman, tu vas faire une erreur terrible. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas tout compliquer. Tu vas... Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas de la peur pour moi, c'était la peur de perdre le contrôle. Tu vas me mettre dans une situation impossible. Tu vas rendre tout ça ingérable. Il parlait de lui, pas de moi, de lui. Je me suis rassise calmement, comme quelqu'un qui choisit enfin sa place. Marc, je ne suis pas sous ta tutelle, je suis ta mère, et c'est moi qui décide pour moi, tant que je suis vivante. Il m'a regardée comme s'il ne me reconnaissait plus, puis il a ramassé ses papiers, violemment, presque en tremblant. Très bien, fais comme tu veux, mais ne viens pas pleurer quand tout ira mal. Et il est parti. Quand la porte s'est refermée, je suis restée debout longtemps, les mains posées sur la table. Je n'avais pas encore retiré la procuration. Mais quelque chose d'encore plus important venait de se produire. Je n'avais plus peur de lui dire non. Le lundi suivant, j'ai dû me rendre chez le médecin pour mon contrôle habituel. Rien d'extraordinaire, la tension, le cœur, l'arthrose. À mon âge, on devient un carnet de suivi plus qu'une personne. Je m'étais dit que sortir me ferait du bien, que l'air froid me remettrait les idées en place. Mais je n'avais pas prévu que Marc déciderait de m'y accompagner. Il m'a appelé le matin. Je viens te chercher, il faut qu'on parle. Je n'ai pas eu le temps de protester. Il avait déjà raccroché. Il est arrivé 10 minutes avant l'heure. Toujours ce même pas rapide, cette énergie nerveuse d'homme pressé, impatient. Il m'a à peine regardé, comme si j'étais un dossier qu'il devait transporter d'un point A à un point B. Tu es prête? Allez, on y va. Dans la voiture, il n'a pas mis la radio. Il n'a pas essayé de faire semblant d'être détendu. Il conduisait vite, trop vite pour quelqu'un qui prétend vouloir ma sécurité. Je regardais la route défiler et je me suis sentie petite. Oui, petite. Comme ces moments, il y a des années, où il levait la voix parce qu'il avait cassé quelque chose et me tenait responsable. Sauf que cette fois, je n'avais rien cassé. J'avais juste dit non. Au cabinet médical, il a pris une attitude qui m'a profondément blessée sans qu'il s'en rende compte. Il parlait au médecin avant moi. Ma mère oublie des choses, elle se fatigue, elle ne peut plus gérer son quotidien. Je suis inquiet. Je me suis raidi. Marc, je peux parler moi-même. Le médecin m'a regardé avec ce mélange de douceur et de soupçon qu'on réserve aux personnes âgées quand leurs enfants racontent des histoires chues sur elles. C'est vrai, Madame Martel? Vous avez des difficultés? J'ai senti un souffle glacé dans ma poitrine. Marc a pris la parole immédiatement, me coupant. Elle minimise toujours, elle refuse d'admettre. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Anticiper, toujours ce mot. Je n'ai pas levé la voix. J'ai simplement fixé le médecin et dit: je vais très bien, je vis seule, je me débrouille. Et je n'oublie rien d'important. Le médecin a hoché la tête, mitigé. Il a continué l'examen, mais je pouvais sentir Marc derrière moi, son regard qui me pesait sur la nuque, celui d'un homme qui veut prouver quelque chose. Quand nous sommes sortis, il s'est arrêté sur le trottoir. Tu vois, maman, il faut être réaliste, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu fais semblant d'aller bien, mais tu ne vas pas bien. Je vais très bien, Marc. Non, tu refuses juste de l'admettre. Puis il a sorti une brochure pliée de sa poche. Une autre.
toujours sur les foyers. Regarde, celui-là est vraiment bien. Il y a des activités, un suivi médical. Tu seras mieux là-bas que seul ici. Je ne veux pas y aller. Tu ne sais plus ce qui est bon pour toi. Cette phrase-là, elle m'a frappée comme un coup sec. Elle contenait tout ce qu'il pensait désormais de moi. Je me suis écartée d'un pas, très doucement, pour mettre un petit espace entre nous. Marc, arrête de me parler comme si j'étais déjà finie. Il a levé les yeux au ciel. Maman, tu exagères. Je m'occupe de toi, c'est tout. Nous avons marché en silence jusqu'à la voiture. Au milieu du trottoir, une vieille dame promenait son chien. Elle m'a saluée comme on salue quelqu'un qu'on estime, et j'ai vu Marc, son regard. Il ne m'a pas vu comme elle m'a vu, il m'a vu comme un poids. Dans la voiture, il a soudain perdu patience. Tu vas arrêter tes caprices? J'ai assez de choses à gérer. Tu crois que j'ai du temps pour me battre contre toi? Je veux ton bien, mais si tu continues comme ça, je prendrai les décisions nécessaires. Les décisions nécessaires, c'était dit, froid, clair. Je suis restée droite, les mains sur mes genoux. Je sentais une douleur dans ma poitrine, mais pas celle du chagrin. C'était une douleur de lucidité. Marc, tu ne me protèges pas, tu me déplaces. Il a tourné la tête, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que je trouve ces mots. C'est ridicule, quoi, a-t-il murmuré. Quand il m'a déposé devant la maison, il n'a pas attendu que je sorte. Il a lâché, réfléchi, je reviendrai demain. On réglera ça une bonne fois pour toutes. Puis il est parti, laissant derrière lui la poussière de la route et ce goût amer dans ma bouche, celui qu'on ressent quand quelqu'un qu'on aime vous parle comme à un colis encombrant. Je suis restée immobile devant la porte. Je n'arrivais même pas à monter les 2 marches. J'avais l'impression d'avoir rétréci entre le cabinet et chez moi, mais au fond de ce rétrécissement, quelque chose se durcissait. Une petite pierre, une résistance, rien d'immense, juste ce qu'il faut pour tenir debout. Si je ne fais rien maintenant, il décidera pour moi, et je disparaîtrai lentement dans des phrases qu'il écrira à ma place. Je suis entrée, j'ai refermé la porte, et j'ai su que le lendemain ne serait pas comme les autres. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange, comme si la maison elle-même retenait son souffle. J'ai fait du café, sans vraiment le boire. J'avais le cœur serré, mais l'esprit clair. Pour la première fois depuis longtemps, je savais ce que je devais faire. Il fallait que je voie les choses par moi-même. Pas à travers les mots de Marc, pas à travers ces «pour ton bien». J'ai pris mon manteau, mes papiers, et je suis partie pour la banque. À pied, lentement. Chaque pas était un rappel. Je marche encore, je raisonne encore, j'existe encore. La conseillère m'a accueillie avec un sourire poli, mais cette fois j'ai senti une sorte d'inquiétude derrière ses yeux. Peut-être avait-elle deviné que quelque chose n'allait pas, peut-être que je le portais déjà sur mon visage. Vous voulez revoir vos comptes, Madame Martel? Oui, mais pas seulement. Je voudrais comprendre exactement ce que permet la procuration, tout ce qu'elle permet. Elle a pris une inspiration prudente. Eh bien, avec une procuration générale, votre fils peut effectuer les mêmes opérations que vous. Retrait, virement, signature. Il peut également ouvrir ou clôturer certains produits selon les options que vous avez autorisées. Je l'écoutais, le dos droit, les mains serrées. Et s'il retirait beaucoup d'argent sans me prévenir, cela serait normal? Légalement, oui, éthiquement, ça dépend. Éthiquement. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entendais ce mot me faire mal physiquement. Elle a tourné l'écran vers moi. Il y a eu une série de retraits, effectivement, et plusieurs virements. Vous confirmez que ce sont bien des opérations souhaitées? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais ces lignes comme on regarde son propre nom sur une tombe qu'on n'a pas creusée soi-même. Je n'ai rien demandé de tout cela. Ma voix était basse, presque un souffle. La conseillère a hoché lentement la tête. Dans ce cas, si vous souhaitez révoquer la procuration, je peux vous accompagner. Ce n'est pas compliqué. Une simple signature et une vérification d'identité. Une simple signature. Il suffisait donc de si peu pour reprendre ma vie, pour récupérer mon nom, mes choix, mon droit d'exister autrement que comme une charge. Je voudrais réfléchir encore un peu. Elle n'a pas insisté. Les employés de banque savent reconnaître une bataille intérieure quand elle entre dans une agence. Je suis sortie, mais je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai marché jusqu'au marché du jeudi, là où les étals sentent le poisson frais, le fromage et les fleurs coupées. J'ai acheté une poire sans vraiment en avoir envie. Je crois que c'était juste pour prouver que j'étais encore capable de faire un achat simple, sans aide, sans permission.
Sur le chemin du retour, je suis passée devant le bureau du notaire. La plaque en laiton brillait pâlement sous la lumière grise. Je me suis arrêtée devant, sans oser entrer. Je n'avais jamais eu peur des notaires. Mais ce jour-là, j'avais peur d'une chose, entendre la vérité dans la bouche d'un professionnel. Car une chose est d'avoir l'intuition que son propre enfant profite. Une autre est d'avoir la confirmation juridique que tout cela peut aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas poussé la porte, je n'avais pas encore la force. En arrivant chez moi, j'ai trouvé la lumière qui filtrait par la fenêtre du salon douce, presque tendre. Je me suis assise dans mon fauteuil, j'ai posé mon sac sur mes genoux et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient un peu. Pas de peur, d'indignation. Marc est passé l'après-midi, sans prévenir évidemment. Il est entré comme si de rien n'était. Alors maman, tu as réfléchi? On avance? On avance. Toujours ce pluriel qu'il utilisait pour justifier ce qu'il voulait imposer. Je l'ai observé. Ses chaussures propres, son manteau élégant, son téléphone dernier modèle. Et j'ai revu les retraits, les virements, les dépenses que je n'avais jamais faites. Marc, je suis allée à la banque. Il s'est figé une fraction de seconde, puis son visage s'est refermé comme s'il remettait un masque. Et alors? Tu t'es encore inquiété pour rien? Tu sais bien que je gère pour t'aider. Tu retires de l'argent sans me prévenir. Pour régler tes factures, maman, tu n'arrives plus à suivre. Je t'évite du stress. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai même pas bougé. Tu appelles ça m'aider? Oui. Et si tu continues à compliquer les choses, je devrais prendre des décisions plus fermes. Pour ta sécurité. Ce mot encore, c'était devenu une arme dans sa bouche. Il a continué, presque irrité maintenant. Je suis ton fils, je sais ce qu'il faut faire. Toi, tu te perds dans les détails, tu ne comprends plus les démarches. Tu refuses d'admettre l'évidence. Je l'ai laissé parler, je ne répondais pas. Il se dévoilait tout seul. Puis il a ajouté la phrase de trop: si tu es incapable de gérer, je le ferai, je le fais déjà d'ailleurs. Tu devrais me remercier au lieu de m'accuser. Cette fois, je l'ai regardé droit dans les yeux. Marc, si tu m'aidais vraiment, tu n'aurais jamais eu besoin de cacher ce que tu faisais. Il a blêmi, vraiment blêmi. Maman, arrête, tu deviens parano. Non, je deviens lucide. Il a claqué la porte en partant, tellement fort que la vitre de la cuisine a vibré. Je suis restée seule dans le salon, le cœur battant, mais étonnamment calme. Le moment approchait, je le sentais. La procuration, la banque, le notaire, j'allais devoir tout retirer. Et cette fois, je ne demanderai pas son avis. Le lendemain, je me suis réveillée avant l'aube, pas par insomnie. Non, cette nuit-là, j'avais dormi d'un sommeil étrange, presque solide, comme si ma décision s'était glissée sous ma peau pendant que je respirais. J'ai ouvert les volets. Le ciel était pâle, bleu sale, cette couleur qui n'appartient ni à la nuit ni au jour. Ce n'était pas un matin ordinaire, je le savais, je crois que la maison le savait aussi. J'ai bu mon café en silence, puis j'ai mis mes papiers dans un vieux sac en toile, celui que j'utilisais quand j'étais encore institutrice. Je ne voulais pas prendre mon sac à main. Je voulais partir légère, sans le bruit du passé accroché à moi. À 9 heures, j'étais devant le bureau du notaire. La plaque en laiton brillait faiblement, comme la veille. Mais cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai poussé la porte et l'odeur de papier, de bois ciré et de calme m'a enveloppée. La secrétaire m'a reconnue. Bonjour, Madame Martel. Vous avez rendez-vous? Non, mais c'est important, très important. Elle a compris, d'un coup. Les secrétaires de notaire ont un instinct particulier. Elles savent reconnaître les gens qui viennent reprendre leur vie en main. Elle a vérifié un agenda, a fait un signe discret. Entrez, maître Lourcin peut vous recevoir 5 minutes. 5 minutes. C'est tout ce qu'il me fallait. Le notaire était un homme d'une soixantaine d'années, avec la façon de parler de ceux qui ont vu trop de familles se déchirer à cause des signatures qu'ils avaient demandées. Il m'a invité à m'asseoir. Alors, Madame Martel, dites-moi. J'ai sorti mes relevés bancaires. Je les ai posés devant lui, sans trembler. Mais mon fils a une procuration générale sur mes comptes. Il retire, il vire, il décide. Je veux retirer cette procuration. Aujourd'hui, maintenant. Je ne veux plus qu'il ait accès à rien. Il n'a pas semblé surpris. Malheureusement, ce genre d'histoire, il en voyait trop. Vous savez, Madame Martel, la procuration n'est pas un engagement irréversible. Vous pouvez la révoquer quand vous le souhaitez. Si vous êtes lucide, autonome et en pleine possession de vos moyens, il n'y a aucun obstacle. Il a regardé mes yeux. J'ai soutenu son regard. Je suis parfaitement lucide. Je le vois, a-t-il répondu.
Une phrase simple, une phrase qui, pour la première fois depuis des semaines, m'a fait sentir vivante. Il a ouvert un dossier. Très bien, pour retirer la procuration, il faut signer un acte de révocation et informer la banque. Je peux vous préparer le document immédiatement. La banque suivra dès que vous leur remettrez l'attestation. C'est une démarche normale, ne vous inquiétez pas. Je n'étais pas inquiète. Pour la première fois, je ne l'étais plus. Pendant qu'il préparait les papiers, je regardais la fenêtre derrière lui. La pluie s'était remise à tomber, fine et régulière. Je me suis dit que c'était comme un lavage, un nettoyage du sol, un début. Il a posé la feuille devant moi. Lisez tranquillement, puis signez quand vous êtes prête. Tranquillement. Le mot m'a presque fait sourire. Je savais déjà que j'allais signer. J'ai lu chaque ligne. Ce n'était pas compliqué. Quelques phrases, sobres, claires. La procuration prend fin. Le mandataire n'a plus de pouvoir. La banque doit être avisée. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai signé. Une signature. Une seule. Et tout un pan de ma vie venait de revenir à sa place. Le notaire m'a tendu les copies. Voici votre attestation de révocation, gardez-la précieusement et allez à la banque dès aujourd'hui si possible. Leur système peut prendre quelques heures pour mettre à jour. Je me suis levée, il m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Madame Martel? Je me suis retournée. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous n'êtes pas la seule. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Je n'ai pas répondu. Mais ces mots m'ont accompagnée dehors. La pluie avait cessé. Je suis allée à la banque, comme il me l'avait dit. Lorsque j'ai donné l'attestation à la conseillère, elle a levé les yeux vers moi avec un mélange de respect et de tristesse. Votre fils sera informé automatiquement, a-t-elle expliqué. Je sais. Elle m'a demandé de signer encore un document. J'ai signé, simplement, calmement. Puis elle m'a dit voilà, il n'a plus accès à rien. C'est terminé. Terminé, comme un verdict, comme un souffle. En sortant, j'ai senti un poids glisser de mes épaules. Pas totalement, pas encore, mais assez pour me permettre de marcher la tête un peu plus haute. Je savais que Marc allait réagir. Je savais que ce ne serait pas doux, pas facile, pas tendre. Mais ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai posé les papiers sur la table et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Retirer une procuration, ce n'est pas seulement une décision juridique, c'est récupérer le droit de dire « ma vie m'appartient ». Et même si l'orage venait ensuite, j'étais enfin prête à l'affronter. Marc n'a pas attendu longtemps pour réagir. À peine 2 heures après mon passage à la banque, j'ai entendu sa voiture s'arrêter devant la maison, le bruit sec de la portière, son pas rapide sur les dalles du jardin. Je savais déjà, avant même qu'il n'entre, que la tempête commençait. Il n'a pas sonné. Il a ouvert la porte d'un geste brusque, comme s'il avait encore le droit d'entrer sans frapper. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis tournée vers lui. Je tenais encore dans la main l'attestation de révocation comme un morceau de vérité qu'on ne peut plus cacher. Je crois que tu sais très bien ce que j'ai fait. Il a traversé le salon comme un homme qui cherche à éteindre un incendie. Tu es allé voir un notaire? Une banque? Sans m'en parler? Il était rouge. La colère lui montait au cou comme une vague. Mais ce n'était pas la colère d'un fils inquiet. C'était la colère d'un homme à qui on vient de retirer un privilège. Marc, j'ai simplement repris mes droits, rien de plus. Il a ri, un rire nerveux, cassant. Tes droits? Tu plaisantes, j'espère? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu ne réalises pas que je gérais tout pour toi? Que je te protégeais? Que je faisais tout ce qui était nécessaire? Je suis restée debout, immobile. Il tournait autour de moi comme un lion enfermé, incapable d'accepter la liberté de quelqu'un d'autre. J'ai découvert des retraits, Marc, des virements que je n'ai pas autorisés. Pour tes besoins, hurla-t-il. Mes besoins? Tu as loué une voiture en mon nom, tu as remboursé une avance, tu as retiré des centaines d'euros toutes les semaines. Ce n'étaient pas mes besoins, Marc, c'étaient les tiens. Il s'est figé, je venais de lui couper le souffle. Tu ne comprends rien. Alors explique-moi, maintenant, sans me prendre de haut, sans mentir, sans détour, pourquoi tu prenais cet argent? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il cherchait un argument, une justification, n'importe quoi qui pourrait retourner la situation. Mais rien ne venait. Alors il a choisi l'orgueil. J'ai fait ce que j'avais à faire. Point. Et si tu commences à remettre à mes tocons, à remettre en question tout ce que je fais pour toi, alors oui, je vais devoir prendre des décisions encore plus fermes. Plus fermes? Oui. Il me regardait maintenant comme un étranger. Tu sais, maman,
Parfois, les docteurs déclarent les personnes âgées inaptes plus vite qu'on le pense. Si tu continues comme ça, tu vas te mettre en danger toi-même. Je l'ai regardé longtemps, en silence. Il venait de prononcer exactement ce que je craignais depuis des semaines. Il pensait vraiment pouvoir me remplacer, soumettre mes choix aux siens, effacer ma voix derrière la sienne. Marc, tu ne me feras plus peur. Il a blêmi, pas parce que je criais, justement parce que je ne criais pas. Tu t'imagines quoi? Que tu vas gérer ta vie toute seule? Oui, comme je l'ai toujours fait. Sauf que toi, tu as oublié ce détail. Il s'est approché beaucoup trop près. Rends-moi ma procuration. Je ne te la rendrai jamais. Tu vas tout compliquer, tu vas tout bloquer. Tu n'es pas en état de gérer. Je suis parfaitement en état. Le notaire l'a confirmé. La banque aussi. Et tu sais quoi? Ils m'ont respecté plus que toi aujourd'hui. Il a reculé comme si je l'avais giflé. Tu te fais manipuler? Tu crois des inconnus? Tu me mets, moi, ton propre fils, de côté? J'ai respiré doucement. Je n'avais plus peur. Vraiment plus. Tu t'es mis de côté tout seul, Marc, le jour où tu as commencé à prendre sans demander, le jour où tu m'as parlé comme si j'étais un poids, le jour où tu as pensé que ma vieillesse t'appartenait. Ses yeux se sont remplis d'une rage sourde, une rage blessée, une rage d'orgueil, pas d'amour. Très bien, si tu veux faire ta vie seule, assume, mais ne viens pas pleurer quand tu tomberas et que personne ne sera là. Il a attrapé sa veste, a traversé la pièce et juste avant de sortir, il s'est tourné vers moi. Je reviendrai et on fera les choses à ma manière. Tu ne pourras pas m'en empêcher éternellement. Puis, il est parti. La porte a claqué. Le silence est tombé. Mais ce n'était plus un silence lourd, c'était un silence qui respirait avec moi. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas en train de gagner une guerre, je n'étais pas en train de me venger. Je me tenais simplement debout dans ma propre maison, et j'ai compris que retirer la procuration n'était que la première marche, la suite serait plus difficile. Mais j'avais franchi la porte, et je n'allais plus faire demi-tour. Le lendemain, la maison avait une odeur de poussière et de calme. J'ai ouvert les fenêtres, laissé entrer l'air froid. J'avais besoin de silence, mais surtout de clarté. Marc avait claqué la porte la veille, comme un homme à qui on arrache un titre. Il reviendrait, je le savais, peut-être plus calme, peut-être plus dur. Alors je devais être prête. Je me suis installée à la table du salon, avec mes lunettes, un carnet, un stylo et tous mes documents. Je n'avais pas fait ça depuis des années. On devient paresseux avec le temps, surtout quand quelqu'un vous répète assez souvent « Laisse, je m'en occupe ». J'ai commencé par les comptes bancaires, puis l'assurance, puis l'électricité, puis l'eau, puis les impôts. Ces feuilles que Marc gérait depuis 2 ans. Les papiers sentaient l'encre sèche et le temps passé, certains portaient sa signature. Pas la mienne, je ne sais pas à quel moment exact j'ai senti ma gorge se serrer, mais elle s'est serrée tout de même. Il cochait les cases, il décidait, il transférait, il signait. Et moi, dans tout ça, où étais-je? Dans quel coin de ma propre vie m'avais-je laissé glisser? Je me suis forcée à continuer, page après page. À un moment, j'ai trouvé une lettre de la mutuelle, un avenant, jamais vu, signé par Marc. Je me suis mise à lire chaque ligne, lentement, sans loupe cette fois. Et soudain, comme un coup de froid dans le ventre, il avait modifié mes options, retirant une partie de mes garanties pour en prendre des moins chères, pour simplifier, pour réduire les coûts. Je pouvais presque entendre sa voix. Je me suis arrêtée. J'ai fermé les yeux et j'ai compté jusqu'à 5. C'était quelque chose que ma mère faisait quand elle se mettait en colère. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai senti que quelque chose en moi venait de s'ancrer. J'ai tout regroupé par piles, ce que je pouvais gérer seule, ce que je devais faire modifier, ce qui demanderait un rendez-vous, ce qui nécessiterait la présence d'un avocat. Il y avait beaucoup plus de choses dans la dernière pile que je ne l'aurais imaginé. À midi, j'ai appelé la mutuelle. La voix à l'autre bout du fil était jeune, douce, presque trop douce. Oui, Madame Martel, nous voyons bien que votre fils a signé les modifications. Il n'en avait pas le droit, ai-je dit, pas en criant, pas en tremblant, juste comme un constat froid. Vous avez retiré la procuration? Oui. Alors vous pouvez demander l'annulation des changements. Je vous envoie un formulaire. Un formulaire, encore un, mais celui-là m'a semblé plus léger que tous les autres. Ensuite, j'ai appelé l'assurance habitation, puis la compagnie d'électricité, puis l'eau, puis le service des impôts. À chaque fois, la même surprise polie dans la voix des gens. Votre fils s'occupait de tout, madame? Oui, pendant trop longtemps.
Je ne sentais plus la honte, je ne sentais même plus la colère, seulement une sorte de détermination calme, celle qu'on trouve au fond de soi quand la dignité ne veut plus dormir. Vers 16 heures, je me suis arrêtée. J'avais la main crispée autour du stylo et mes yeux me brûlaient. Mais j'avais avancé, vraiment avancé. Je me suis servi un verre d'eau, j'ai regardé autour de moi. La table était couverte de papiers triés, classés, maîtrisés, et c'est là que j'ai remarqué la boîte en bois sous le buffet, une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait mon acte de propriété, en mon nom, uniquement le mien. Je l'ai pris, je l'ai tenu dans mes mains. Il n'y avait pas le nom de Marc dessus, pas une ligne, pas une signature. La maison m'appartenait entièrement, légalement, indiscutablement. Je me suis assise dans mon fauteuil, le document posé sur mes genoux, et j'ai senti quelque chose se détendre en moi, comme un muscle qu'on n'avait pas utilisé depuis longtemps. Marc pouvait hurler, menacer, faire peur, répéter que tout allait s'effondrer sans lui. Mais la vérité était là, dans mes mains. Il ne pouvait rien m'enlever sans mon accord. Il n'avait jamais eu ce droit. Je l'avais simplement oublié. À 18 heures, j'avais terminé. Les piles étaient rangées, les rendez-vous notés, les démarches commençaient. J'ai fermé la lumière du salon. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'allais plus seulement me défendre. J'allais reprendre ma place. Ma vraie place. Celle d'une femme qui n'a pas encore dit son dernier mot. Marc n'est pas revenu le lendemain, ni le surlendemain. Le silence qu'il laissait derrière lui n'était pas un apaisement, c'était une tension retenue, comme l'air juste avant un orage. Je savais qu'il préparait quelque chose. Les hommes qui perdent le contrôle trouvent toujours une nouvelle façon de le reprendre. Le jeudi matin, j'ai reçu un message, une photo, mes petits-enfants, assis sur un canapé. En dessous, 3 mots. Ils demandent Mamie. Je suis restée immobile longtemps. Marc n'avait jamais envoyé ce genre de message. Il savait que c'était mon point faible. Il savait exactement où frapper. Quelques minutes plus tard, il a ajouté On passe cet après-midi. Ils veulent te voir. Je suis restée sur ma chaise, mon téléphone dans la main. Chaque phrase de lui sonnait juste et tellement fausse. Pas parce que les enfants ne voulaient pas me voir, ils m'adoraient, mais parce qu'ils utilisaient leur envie de me voir comme une corde autour de mon cou. Ils sont arrivés vers 16 heures. Les enfants ont couru vers moi en criant Mamie, leurs bras autour de ma taille, leurs petites mains chaudes qui s'accrochaient à moi, comme si rien de tout ce qui arrivait n'existait. J'ai failli pleurer. Marc, lui, est resté derrière. Il attendait le moment. Je le sentais. Les enfants ont sorti leurs dessins, m'ont raconté l'école, les copains, les courses de vélo. Je hochais la tête, je souriais, je faisais de mon mieux pour que leur voix couvre le bourdonnement de l'angoisse. Puis Marc a dit Les enfants, allez jouer dans le jardin. Ils ont obéi, sans savoir qu'ils laissaient derrière eux quelque chose d'invisible et lourd. La porte vitrée s'est refermée, et tout a changé. Marc a croisé les bras. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu crées une distance avec eux, avec nous. Pourquoi? Pour des papiers que tu ne comprends même pas? J'ai inspiré lentement. Ce n'est pas moi qui crée la distance. Son regard s'est durci. Si tu continues, on viendra moins. Je ne veux pas que les enfants grandissent dans une atmosphère de conflit. La phrase est tombée comme une pierre. Il l'avait préparée. Elle était parfaite, dans sa brutalité douce. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais au loin les silhouettes des 2 petits qui jouaient dans le jardin, insouciants, heureux. J'aurais pu céder juste pour eux. J'aurais pu dire D'accord, reprends ce que tu veux, mais laisse-moi mes petits. Mais quelque chose en moi s'est soulevé, quelque chose de plus ancien que la peur, plus profond que le chagrin, ma dignité. Marc n'utilise pas les enfants, pas eux. Il a levé les mains comme un innocent. Je ne fais rien, je te dis juste la vérité. Si tu continues à t'enfermer dans tes idées, on ne pourra plus venir autant. Ce ne sera pas sain pour eux. Sain, comme si j'étais devenue une maladie. Je me suis levée très doucement, j'ai senti mes genoux protester, mais je suis restée droite. Tu veux que je cède par peur de perdre mes petits-enfants? Mais je ne céderai pas, pas cette fois. Il a souri, pas un sourire heureux, un sourire mince, épuisé, presque méprisant. Tu préfères tes papiers à ta famille? Non, je préfère ma vérité à ton contrôle. Il s'est approché, trop près, encore une fois. Tu crois que tu peux faire ta vie seule? Tu crois que tu vas t'en sortir sans moi?
Je t'ai laissé croire ça pendant trop longtemps. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas baissé les yeux. Je m'en suis sortie toute ma vie, c'est toi qui as oublié. Ses lèvres ont tremblé de colère, puis il a lancé: Très bien, tu veux faire ça? Fais-le, mais ne t'attends plus à ce que je sois là quand tu auras besoin de moi. C'était sa menace, sa carte maîtresse, sa façon de me dire: Tu vas regretter. Je suis restée calme. Marc, j'ai besoin d'amour, pas de domination, et tu ne sais plus faire la différence. Il a pris une inspiration sèche, a jeté un coup d'œil vers les enfants dans le jardin, puis a murmuré: On part. Il a appelé les petits. Ils sont revenus vers moi, leurs mains pleines de feuilles, de cailloux, de petites trouvailles. Ils m'ont serré dans leurs bras. À bientôt, mamie. Je les ai serrés très fort, sans montrer que mon cœur se déchirait un peu. Marc, lui, ne m'a pas regardé. Pas un mot de plus. Rien. Quand la voiture a démarré, j'ai senti un vide se creuser dans mon ventre. Pas un vide de peur, un vide de manque. J'ai fermé la porte, je me suis assise dans la cuisine et j'ai posé mes mains sur la table. J'étais triste. Oui, mais pas détruite. Parce que dans ce silence qui s'installait autour de moi, il y avait une certitude claire, nette, indiscutable. Aucun enfant ne devrait avoir le pouvoir de voler la vie de sa mère en lui arrachant la peur de perdre ses petits-enfants. Et moi, je venais de refuser qu'on le fasse. 2 jours ont passé avant que la belle-fille n'apparaisse. Je m'y attendais. Quand un fils commence à perdre prise, c'est souvent sa femme qui vient tenter de remettre les choses en ordre. Je la connais depuis 20 ans, et pourtant, chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'elle marche sur un sol trop propre, trop lisse, qui ne garde aucune trace de pas. Elle est arrivée en fin de matinée, sans prévenir. Elle a sonné, mais d'un geste sec, comme si la sonnette elle-même la dérangeait. Quand j'ai ouvert, elle m'a souri, un sourire poli, trop froid pour cacher l'agacement. Bonjour, Élise. Elle ne m'a jamais appelée maman. Je crois qu'elle a toujours préféré garder une distance nette, comme si s'approcher trop près de moi risquait de salir quelque chose chez elle. Tu as un moment? Je savais déjà que ce n'était pas une question. Elle est entrée sans attendre ma réponse, a enlevé son manteau d'un mouvement rapide, puis s'est installée dans le salon, droite, impeccable, comme quelqu'un qui vient régler un désordre administratif. Marc m'a parlé. Ces 4 mots m'ont traversée comme une lame froide. Je me suis assise en face d'elle. Il est très inquiet, Élise. Très. Il dit que tu prends des décisions impulsives et que tu te mets en danger. Je n'ai rien répondu. Je la regardais simplement. Elle a continué, sûrement convaincue que son ton posé allait suffire à me faire céder. J'ai vu les papiers. La procuration retirée, les démarches, tout ça. Tu sais, ce n'est pas raisonnable, pas à ton âge. On n'improvise pas. On a besoin d'aide. À mon âge, je crois que ce sont ces 3 mots qui m'ont donné de la force. Je n'improvise rien, ai-je dit calmement. Je reprends ce qui est à moi. Elle a souri un sourire sans chaleur. Tu as toujours été méfiante, c'est dans ton caractère. Mais là, tu exagères. Marc ne t'a jamais voulu du mal. Tu devrais être contente qu'il ait pris autant de choses en main. Beaucoup de femmes de ton âge rêveraient d'avoir un fils aussi présent. Présent. Le mot m'a donné envie de rire, mais je n'ai pas ri. Présent pourquoi? Pour signer à ma place? Pour retirer mon argent? Pour décider où je dois finir mes jours? Son visage a changé, légèrement. Une fissure dans son masque parfait. Élise, il a fait ce qu'il pensait juste. Tu as été seule longtemps. Il s'est senti responsable. Trop responsable peut-être. Mais tu sais comment sont les hommes. Ils veulent gérer. Ils veulent contrôler les situations. C'est normal. Normal? Elle avait dit ça comme on parle de la météo. Ce n'était pas gérer, c'était m'effacer. Elle s'est penchée un peu vers moi, comme une femme qui explique une évidence à une enfant têtue. Si tu continues comme ça, tu vas briser votre relation, et ce sera de ta faute, pas de la sienne. Tu sais comment il est sensible, tu sais qu'il fait tout pour vous. Je l'ai fixé longuement, je n'entendais plus ces mots. Je n'entendais que cette phrase, répétée comme un marteau. Ce sera de ta faute. Il a dit la même chose? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux une demi-seconde. Une demi-seconde suffit. Il dit que tu es perdue, que tu fais des choix dangereux, que tu refuses de te rendre compte de la réalité. Perdue, dangereuse, incapable. Il avait préparé son discours pour 2 personnes, sa mère et sa femme. Je me suis sentie soudain fatiguée. Pas physiquement, moralement. Fatiguée d'entendre les mêmes phrases tourner autour de moi comme des corbeaux. J'ai posé mes mains sur mes genoux.
Puis j'ai dit très doucement: «Tu sais, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Jamais. J'ai toujours essayé de te respecter, de comprendre ton caractère, tes limites. Mais aujourd'hui, je vais te dire la vérité que je n'ai jamais dite. Tu ne m'as jamais vue. Jamais.» Elle a relevé les yeux, surprise. «Pour toi, je suis la mère de Marc, une silhouette, un rôle, une femme qu'on range dans un foyer quand elle dérange, une femme trop lente, trop vieille, trop gênante. Mais je suis une personne, une vraie, avec une tête qui fonctionne encore, avec un cœur qui comprend très bien quand on essaie de le manipuler. Et je t'interdis de me parler comme si j'étais déjà partie.» Elle est restée bouche ouverte, puis elle s'est redressée, crispée. «Je vois, tu veux te fâcher avec tout le monde. Très bien, si c'est comme ça.» Elle a pris son sac, s'est levée d'un geste sec. «Marc reviendra te parler. Mais sache une chose, Élise. Tu es en train de perdre ton fils.» Je me suis levée aussi, et j'ai répondu: «Non, je suis en train de me retrouver, c'est différent.» Elle a quitté la maison sans un regard de plus. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti le silence s'abattre d'un coup. Un silence dur, mais clair. Un silence qui disait: «Ils ne parlent pas à une mère. Ils parlent à ce qu'ils croient qu'une vieille femme doit devenir.» Mais je ne suis pas encore cette femme, et je ne la serai jamais tant qu'il me reste une voix. Je me suis assise, les mains encore chaudes du tremblement qui venait de passer. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une guerre gagnée, mais c'était une frontière posée. Le lendemain, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas de peur, pas de colère, juste une décision simple: finir ce que j'avais commencé, protéger ce qui était à moi, non pas contre un ennemi, mais contre un glissement. Un glissement lent, sournois, celui qui arrive quand on laisse trop longtemps les autres penser à sa place. J'ai passé la matinée à rassembler mes documents, l'acte de propriété, les relevés corrigés, les attestations de la banque, les courriers de la mutuelle et des assurances. Tout était en ordre. Une partie de moi ne se reconnaissait plus. Je n'avais jamais été aussi méthodique de ma vie. Mais une autre partie, plus ancienne, celle de l'institutrice que j'avais été, se réveillait. Cette femme-là savait encore tenir un stylo comme une arme. À 10 heures, j'étais chez le notaire, de nouveau. La secrétaire m'a vue entrer et m'a adressé un signe discret, comme si j'étais revenue pour un deuxième souffle. Maître Lourcin m'a accueilli avec un regard calme. «Tout va bien, Madame Martel?» «Oui, je voudrais mettre à jour mon testament et prendre quelques précautions juridiques.» Il n'a pas posé de questions inutiles. Les notaires savent que certaines décisions ne viennent pas du caprice, mais d'une longue ligne brisée qu'on essaie de redresser. Nous nous sommes installés dans son bureau. «Dites-moi ce que vous souhaitez.» Je lui ai expliqué, simplement, sans hâter les mots. Je voulais sécuriser ma maison, renforcer la clause de protection, éviter qu'un tiers, même un enfant, puisse engager une vente sans mon consentement personnel, écrit, vérifié. «C'est possible», a-t-il dit. «Il suffit d'ajouter un acte complémentaire et une mention dans votre testament. Je vous proposerai un texte clair.» Il a tapé sur son clavier, lentement, choisissant chaque mot comme on choisit les pierres d'un mur. Pendant qu'il rédigeait, je me suis surprise à regarder mes mains. Elles tremblaient un peu, pas par faiblesse, mais parce que j'étais en train de récupérer une place que j'avais abandonnée sans m'en rendre compte. Il m'a tendu les documents. «Lisez. Prenez votre temps.» J'ai lu chaque phrase, chaque virgule. On y parlait de propriété, de consentement explicite, de protection du patrimoine, de décisions non transférables. Tout ce qui, depuis des mois, semblait m'échapper était là, sous mes yeux. Puis j'ai signé, avec une lenteur volontaire, comme si chaque lettre de mon nom recousait un morceau de ma vie. Quand tout a été terminé, il a rangé les dossiers et m'a regardé. «Vous savez, Madame Martel, il n'est jamais trop tard pour remettre de l'ordre dans ce qui compte vraiment.» J'ai hoché la tête. Je ne me sentais pas fière, je me sentais droite. Après le notaire, je suis allée à la banque pour vérifier que tout avait bien été mis à jour. La conseillère m'a accueillie avec un respect discret. «Oui, la révocation est effective. Votre fils n'a plus aucun accès. Vous êtes la seule décisionnaire. Tout est sécurisé.» Ce mot-là, sécurisé, enfin utilisé pour moi et non contre moi. Puis je suis passée à l'assurance habitation, puis à la mutuelle, puis au bureau des impôts. Chaque fois, je reformulais ma situation avec des phrases simples, presque sèches. «Je reprends la gestion. Je veux corriger ce qui a été fait sans mon accord.»
Je veux tout remettre en ordre. Les employés prenaient des notes, m'expliquaient, me faisaient signer. Et petit à petit, chaque signature était comme un pas de plus vers une vie que j'avais laissée vaciller. En sortant du dernier rendez-vous, le soleil commençait à baisser. Je suis restée quelques minutes sur un banc, devant les tilleuls de l'avenue. Le vent faisait bouger les branches, doucement, comme une caresse lente. Et c'est là que tout m'a frappé d'un coup. La fatigue, la vérité, la force que ça demande, à mon âge, de se dresser face à son propre enfant, les démarches, les regards des autres, la honte qu'on avale, la dignité qu'on ramasse. J'ai fermé les yeux. J'entendais encore la voix de Marc. Tu vas tout compliquer, tu n'es pas capable, tu vas regretter. Mais ce jour-là, sur ce banc, je n'ai regretté qu'une seule chose, ne pas m'être réveillée plus tôt. Je suis rentrée chez moi quand la lumière commençait à rosir. La maison avait une odeur de papier rangé, de calme retrouvé. J'ai posé mes dossiers sur la table, je me suis assise et j'ai laissé mes mains retomber sur mes genoux. Marc pourrait revenir. Il pourrait s'énerver, crier encore, accuser, menacer. Mais désormais, juridiquement, il n'avait plus rien. Et moralement, il avait perdu quelque chose sans même s'en rendre compte. La mainmise, cette vieille habitude qui lui avait fait croire que ma vie lui appartenait. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le soir tombait, paisible. Ce n'était pas une victoire éclatante. C'était mieux que ça. C'était une victoire tranquille. Celle que personne ne peut vous reprendre. Marc n'est pas revenu tout de suite. Il a dû apprendre, quelque part entre la banque, le notaire et sa propre fierté, que son emprise n'avait plus de prise sur moi. Je crois qu'il a eu besoin de temps pour comprendre que quelque chose avait basculé, non pas contre lui, mais loin de lui. Pendant ces jours de silence, j'ai continué à vivre. Pas une vie extraordinaire, non. Une vie simple, mais à moi. Je me levais tôt, ouvrais les volets, marchais doucement dans le jardin, préparer du thé, ranger mes papiers. J'ai même déplacé quelques meubles, juste pour sentir que j'avais encore le droit de changer l'espace dans lequel je respirais. Un matin, j'ai reçu un appel, un numéro que je connaissais par cœur. Allô, maman? Sa voix était différente, plus basse, comme quelqu'un qui avance dans un couloir sombre, sans savoir ce qu'il va trouver. Je peux passer? J'ai hésité. Pas parce que j'avais peur de lui, parce qu'il fallait que je sois certaine de ne pas laisser mon cœur faire un pas en arrière. Oui, viens. Il est arrivé une heure plus tard, sans précipitation cette fois. Sa démarche n'était plus celle d'un homme sûr de lui. Il tenait sa veste comme un élève qu'on convoque pour lui dire une vérité qu'il ne veut pas entendre. Il s'est assis en face de moi. Le silence a duré longtemps. Puis, il a dit: Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Je n'ai pas répondu. Il savait déjà pourquoi. Il a passé une main sur son visage, fatigué. Je... J'ai peut-être exagéré. Ce peut-être contenait tout. Sa honte, sa résistance, son orgueil encore debout malgré les fissures. Tu n'as pas compris, ai-je murmuré. Je n'ai rien fait contre toi. J'ai fait pour moi. Il a relevé la tête. Ses yeux n'étaient de plus durs. Ils étaient de perdus. Je voulais t'aider. Non, tu voulais avoir raison, ce n'est pas la même chose. Il n'a pas contesté, c'était déjà un progrès. Tu aurais pu me parler? Je t'ai parlé, tu ne voulais pas m'écouter. Un silence. Puis il a lâché, presque dans un souffle. J'avais peur. Je ne m'attendais pas à ça. Peur de quoi? De te perdre? De devoir m'occuper de toi complètement? De faire tout seul? De ne pas être assez? Il s'est frotté le front, comme un enfant fatigué de mentir à lui-même. Alors j'ai tout contrôlé, trop, je sais, j'ai mal fait. Je ne l'ai pas pris dans mes bras, je ne l'ai pas consolé. À mon âge, on apprend que pardonner trop vite, c'est encourager la répétition. Marc, oh, tu as oublié que j'étais vivante, c'est ça qui m'a blessée. Pas l'argent, pas les papiers. Le reste, ça se refait. Mais la place qu'on m'a retirée, il fallait que je la reprenne moi-même. Il a hoché la tête, les yeux baissés. Tu ne veux plus que je t'aide? Aider, oui. Décider à ma place, non. Plus jamais. Il a inspiré lentement. Je peux essayer de faire différemment. Essayer n'est pas suffisant. Il faudra apprendre. Et moi, je devrais apprendre à ne plus laisser quelqu'un choisir ma vie à ma place. Même toi. Il a levé les yeux vers moi. Cette fois, il m'a vraiment regardée. Non pas comme une vieille femme fragile, mais comme une personne entière, encore debout. Il s'est levé pour partir. Avant d'ouvrir la porte, il s'est retourné. Maman, tu es plus forte que je ne le pensais. Je l'ai toujours été, ai-je murmuré. Tu avais juste oublié.
Quand il est parti, il n'y avait pas d'orage derrière lui. Juste une porte qui se fermait doucement, comme un livre qu'on pose sans le brusquer. Je suis restée un long moment à la fenêtre. Le jardin était calme, la lumière douce. Je me suis dit que c'était peut-être ça la vraie victoire. Pas le triomphe, pas la revanche, mais la reprise d'un souffle, le retour d'une place, le simple droit d'exister à son propre rythme. Puis j'ai pensé aux femmes de mon âge, à celles qu'on pousse, qu'on étouffe, qu'on infantilise, à celles qui croient qu'elles doivent accepter parce que c'est la famille. Et j'ai compris que si je racontais tout cela un jour, ce ne serait pas pour Marc, ce serait pour elle. Parce que vieillir ne veut pas dire disparaître, et parce qu'aucun enfant n'a le droit d'effacer la mère qui l'a mise au monde. Si vous lisez mon histoire et qu'elle vous ressemble un peu, n'ayez pas peur de reprendre votre place, même tard. Vous le méritez. On le mérite toutes. Laissez un commentaire si cette histoire a touché une part de vous.